C'est un portrait de la fin de la vie de Dos Passos, après 60 ans. Visage affable, ouvert et souriant, très rond, avec des petites lunettes, qui n'apparaît pas particulièrement tourmenté et qui conserve quelque chose des plus beaux portraits qu'on a de lui, qui sont des portraits de l'adolescence et de la maturité, notamment quand il est arrêté à Boston au moment de l'affaire de Sacco Vanzetti. Et alors là, jeune ? Il est toujours très bien mis, d'allure très svelte et très sportive, très globe-trotter. Ce qui est intéressant, c'est que le policier qui l'emmène par le bras ressemble lui à Steve McQueen. On est surpris et intrigué. Le jeune homme marche vite, seul, à travers la foule de plus en plus clairsemée la nuit dans les rues. Les pieds sont fatigués par des heures de marche, les yeux avides de la courbe chaleureuse des visages, d'une lueur complice dans les regards, d'un port de tête, d'un haussement d'épaule, du geste des mains qui se tendent et se serrent. Le sang vibre de désir. La conscience est une ruche d'espoir qui bourdonne et qui pique. Les muscles font mal d'avoir connu tant de métiers. Le travail du cantonnier avec sa pelle et sa pioche. Le tour de main du pêcheur avec son harpon, quand derrière le bastingage d'un chalutier qui tangue, il hisse son filet qui se dérobe. Le balancement du bras du pontonnier qui met en place le rivet chauffé à blanc. La prise lente et ferme du mécanicien sur la manette de contrôle des gaz. L'effort du paysan qui, arrêtant ses mules d'un cri, pèse de tout son corps pour dégager la charrue du sillon. Le jeune homme marche seul à travers la foule, les yeux avides, les oreilles à l'affût de ce qu'il peut entendre, sans autre compagnie que lui-même, seul. Une vie, une œuvre. John Dos Passos, 1896-1970. Par Simone Dweck, réalisation Nathalie Triandafilides. Vous vous souvenez, François Weyrigans, qu'en prologue à La Belle Vie, The Best Times, Dos Passos raconte un événement dans un bar avec un jeune homme, un jeune étudiant qui le regarde, qui vient se mettre devant lui alors que lui était en train de boire des verres avec des amis. Et cet étudiant lui dit « Je suis très furieux, je suis très déçu, vous ne vous comportez pas comme un écrivain. » Il dit ça, enfin, en tout cas il est déçu. Là. Donc ça fait, tant pis pour lui, c'est la moindre des choses. Un écrivain n'a absolument aucun devoir de briller dans un restaurant, il brille dans ses pages, ça suffit. Donc ça, mais il le raconte de façon assez humoristique. C'est d'entrée de jeu pour dire, voyez, je ne prends pas pour qui je ne suis pas, et donc je peux aussi être décevant, et il l'avoue tout de suite. Oui. C'est pas mal comme début d'autobiographie. Sa fille Lucie dit de lui « Il aimait que les mots vivent sur la page et il ne nous en parlait pas. » Et c'était son idée de l'écriture, que les mots sortent de la page, se dressent, « stand up the page », disait-il, comme des gisants qui se lèveraient. Les mots vous sautent à la figure, explosent comme des bombes. Il est capable de vous prendre dans une rafale de vent en vous montrant des robes qui se gonflent et des papiers qui volent. De vous faire patiner dans la boue gluante d'une nuit bouchée par le brouillard et les rideaux de pluie en argonne, dans un camion où agonisent des blessés dans leurs bandages pendant la Grande Guerre. Il est capable de vous raconter une vie humaine avec la férocité d'une lapidation, parce qu'il décrit en même temps la machine broyeuse qu'est la société, en vous faisant remarquer en 2 mots comment ce génial ingénieur mathématicien n'était qu'un appareil, le plus précieux certes, de la General Electric, et qu'il est mort parce qu'il s'était usé conformément au destin des machines. Il peut aussi vous faire accoster à Manhattan dans un matin de brume. J'ai juste ouvert des pages, au hasard. L'œuvre de Dos Passos est énorme, touffue, avide et polymorphe, parce qu'il ne voulait pas construire de mur entre les genres littéraires, entre la littérature et la vie.
Il a écrit des poèmes, des nouvelles, des reportages, des romans, des biographies, des essais, comme des fresques hétérogènes, des fresques stéréophoniques ou même cacophoniques du tohu-bohu contemporain. Dans son autobiographie, il raconte qu'il filait à l'étranger sous le moindre prétexte, que les jeunes filles qu'il rencontrait sur les transatlantiques lui disaient qu'il voulait échapper à lui-même, et qu'il ne parvint jamais à expliquer que ce qu'il cherchait, c'était le monde entier. « Je veux faire quelque chose un jour », c'est le héros de son premier roman qui parle. Mais auparavant, je veux voir, je veux m'initier à tous les cercles de l'enfer. Mais l'œuvre de Dos Passos, c'était tout le temps comme ça, arpenteur, insatiable et lucide, jusqu'au bout de ses jours. À Georges-Albert Astre, Westmoreland, Virginie, 5 mars 55. Cher monsieur. 1. Malheureusement, il ne me reste aucun exemplaire de Rosinante to the Road Again ou de Pushcat at the Curb. Ils existent ici dans les bibliothèques. Si vous pouvez vous procurer un exemplaire de Journey Between Wars, vous y trouverez une grande partie de Rosinante. 2. Streets of Night fut commencé vers 1916 et achevé, si je ne me trompe pas, dans l'année de publication, 1923, 1924. 3. Mon père venait d'une famille à demi catholique. Sa mère était probablement méthodiste, mais d'une famille quaker de New Jersey. Son père, émigré de l'île de Madère, d'où vient notre nom portugais, était probablement croyant catholique. Mon père me disait de temps en temps, en blague peut-être, que son père avait voulu faire de lui un curé. Ma mère était épiscopalienne, du genre de Maryland et Virginie, ce qu'on appelle en Angleterre Love Church. Mon père était déiste à la mode du 18e. 4. J'ai lu Joyce, Portrait d'un artiste et Jean de Dublin, à l'université. Les poèmes de Sandrard, j'ai connus pour la première fois en passant par Paris pendant la Première Guerre. Si vous avez d'autres interrogations, posez-les. Cordialement, John Dos Passos. Patricia Bloch-Weininger, vous êtes entrée, vous aussi, dans le monde de Dos Passos et vous y êtes entrée d'une manière, j'allais dire, très proche et très humaine, puisque vous avez eu l'occasion de consulter toutes les archives Dos Passos en Virginie. Oui, c'était à Charlottesville et c'est vrai que je savais que Dos Passos était peintre. Il y a même d'ailleurs un dessin de l'un de ses amis pendant les années 20, un de ses condisciples de Harvard, qui est très amusant et qui le représente en train de taper à la machine d'une main et de peindre de l'autre. Donc j'ai pu voir des toiles qui sont souvent d'inspiration expressionniste et j'ai vu qu'il avait finalement poursuivi un petit peu la même aventure dans le domaine pictural que dans le domaine littéraire, c'est-à-dire en un mot l'expérimentation. Et parmi les tableaux, qu'est-ce qu'il y avait ? Alors parmi les tableaux, il y avait des scènes de théâtre, il y avait la ville aussi, donc là des rapprochements à faire avec Manhattan Transfer, proche, comme je vous le disais, de l'expressionnisme avec des couleurs violentes, une certaine discordance qu'il cultive d'ailleurs également au plan littéraire, au plan de l'écriture, et puis aussi des paysages de nature, mais alors traités à la façon des fauves ou de Fernand Léger aussi. Ça m'a fait songer à Fernand Léger un petit peu. Et tout ceci m'a semblé quand même avoir un rapport assez évident avec, encore une fois, l'écriture. Il a une biographie extrêmement étrange parce qu'il est tout à fait atypique, encore que son grand-père était un immigrant venu du Portugal, donc au XIXe siècle, qui était, je ne sais plus quoi, cordonnier, je pense, ou chef. Pierre-Yves Pétillon. Et son père est devenu un avocat important et a fait une fortune relativement solide à New York, justement. Et son père, dont il ne portait pas le nom, il était en fait l'enfant illégitime de cet avocat de renom et d'une femme un peu plus jeune que lui. Mais avec des rapports qui n'étaient pas du tout conflictuels. Son père ne l'a pas reconnu, mais en réalité, ils étaient en relation constante. Et lorsque, simplement, le père ne pouvait pas épouser sa mère parce que lui-même était marié. Et lorsque la femme légitime de cet avocat est morte, eh bien, l'avocat de Passos a épousé la femme, la mère de John Madison. Et a pris le nom de son père qu'il appelait le Commodore. C'était une relation très, très cordiale, finalement.
« 552 Château Avenue, Baltimore, 12 mai 55. Cher monsieur, je ne me rappelle pas la date exacte de mon engagement dans le Norton Arch. Il me paraît que j'ai visité leurs représentants à New York dans l'automne de 1916. Mon père s'est opposé vivement, craignant que j'irais me faire tuer. Et comme une espèce de compromise, j'oublie le mot en français, il m'a décidé à passer quelques mois en Espagne, où je pensais apprendre la langue et commencer un cours d'architecture. Après la mort soudaine de mon père d'une pneumonie, je suis rentré à New York et immédiatement je me suis rengagé dans la Norton Arch. Il me paraît que nous avons débarqué à Bordeaux au fin de mai ou commencement de juin 1917. Après la dissolution du service volontaire attaché à l'armée française, j'ai passé quelques mois en Italie avec la Croix-Rouge. Dans l'été de 1918, je suis rentré en Amérique pour m'engager dans l'armée. La plus grande partie de Initiation d'un homme fut écrite en mer, rentrant en Amérique en 1918. 3 soldats, il me semble, fut achevé en Espagne ou peut-être à New York après mon retour en Amérique en 1920. Franchement, je n'ai jamais lu la thèse de Herr Neuse. Mon allemand est bien faible et je n'ai jamais eu beaucoup de curiosité à savoir ce qu'on écrivait de moi. Bien à vous, John Dos Passos. Il commence avec quelque chose que l'on pourrait appeler le roman de guerre. Jean-Pierre Morel. Il prolonge son entreprise par des romans sentimentaux sur la vie quotidienne dans les États de l'Est des États-Unis. Et puis à partir de 1925 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, son travail va s'orienter vers ce qu'on pourrait appeler de grandes fresques sociales et historiques, qui ne se limite pas d'ailleurs simplement à quelques États ou même à tout le territoire des États-Unis, mais qui déborde très largement vers d'autres pays comme le Mexique ou l'Europe pendant la Première Guerre mondiale. La période pendant laquelle il a écrit, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe ou en Russie soviétique, c'est une période qui est caractérisée par une tendance au décloisonnement des arts, à l'interpénétration des pratiques artistiques, et ça se sent chez lui puisque, dans sa pratique d'écriture, il est aussi beaucoup marqué par sa fréquentation des peintres et par cet art dont il aurait voulu être une illustration, qui est celui de l'architecture. C'est le long d'un rivage, celui du Potomac, qui est si large ici qu'on dirait la mer. Une toute jeune fille marche à côté d'un homme. Cet homme, c'est John Dos Passos. Et la jeune fille, c'est vous, Lucie Dos Passos. Maintenant, vous vivez, comme votre père, en Virginie. Sur la photo, Dos Passos a un livre à la main. Est-ce qu'il vous parlait souvent de son métier? He was quite private about his writing. He really did not speak without a lot about that. Il était réservé sur son métier d'écrivain. Il n'en parlait pas beaucoup avec nous ou avec ses amis à la campagne. He liked to work very hard on whatever book it was. Il travaillait beaucoup sur ses livres et je pense que c'était plus facile pour lui de ne pas en parler. Il se levait tôt et après le petit déjeuner, il allait travailler dans son bureau. Et il en sortait vers 13h30 ou 14h. Il déjeunait et ensuite il faisait autre chose. Parfois il répondait à son courrier, parfois il faisait du jardinage, ou il marchait dans les bois. Il adorait être dehors. Et il peignait toujours, comme dans sa jeunesse? Oui, il continuait de peindre. Parfois dans l'après-midi, il peignait dans son bureau, où il apportait des légumes et des fruits et des fleurs, et il peignait là. Nature morte. Mais oui. Il adorait toujours peindre. Il aimait la couleur. Il pensait et voyait tout le temps les choses en couleur. Et il aimait en imprimer le souvenir dans ses peintures. Métropole.
Il y avait Babylone et Ninive. Elles étaient construites en briques. Athènes était toute de colonnes de marbre et d'or. Rome reposait sur de grandes voûtes en moellon. À Constantinople, les minarets flambent comme de grands cierges, tout autour de la corne d'or. L'acier, le verre, la brique, le béton seront les matériaux des gratte-ciels. Entassés dans l'île étroite, les édifices aux 1000 fenêtres se dresseront, étincelants, pyramide sur pyramide, sommets de nuages blancs au-dessus des orages. When I started Manhattan Transfer 30 or more years ago, John Dos Passos, 1957. my aim was to contrive a highly energized sort of novel. I wanted to find some way of making the narrative carry a very large load. Instead of far away and long ago, I wanted it to be here and now. Quand j'ai commencé Manhattan Transfer, il y a 30 ans ou plus, je voulais inventer une sorte de roman gorgé d'énergie. Je voulais trouver un moyen pour que le récit prenne une plus grande importance. Au lieu de me situer très loin dans l'espace et dans le temps, je voulais être ici et maintenant. Un grand nombre de romans français ou italiens qui m'étaient tombés dans les mains pendant que je faisais mon service dans la Grande Guerre allaient tous dans la même direction. Les futuristes italiens, les Français de l'école de Rimbaud, ces poèmes fragmentés qui s'écrivaient dans le sillage du cubisme, ils essayaient tous de produire quelque chose qui jaillisse de la page. On appelait ça la simultanéité. Bien sûr, j'avais été très impressionné par la Chartreuse de Parme de Stendhal et par Thackeray en anglais, avec Vanity Fair. Je me rappelle qu'à cette époque, j'avais déjà lu Vanity Fair 10 fois. Après ça, j'ai perdu le compte. C'est ce genre de roman où l'intrigue est un prétexte pour présenter des tranches d'histoire. Le roman qui se met en scène sous nos yeux, l'invention personnelle qui surgit d'une chronique sociale, d'un événement historique, prennent la place des dieux de l'Olympe, des drames anciens. J'ai lu Ulysse de James Joyce un peu plus tard, en rentrant d'Europe avec un mauvais rhume dans une petite cabine de bateau. J'ai relié ça à Tristram Shandy de Sterne. Sterne aussi essayait de donner à son récit une plus grande importance. J'essayais de m'attacher à la discipline particulière qu'exige la satire en tant que forme narrative, car je dois admettre que les sentiments aigus me sont vraiment venus à travers les récits de mer et de capitaine que je lisais quand j'étais petit. Pierre-Yves Pétillon, vous avez écrit que Manhattan Transfer, c'est la Rhapsody in Blues de Dos Passos. Ouais, c'était la même année, quasiment, c'était le temps du jazz, la grande, et c'est paru en 1925, c'est la grande année de l'explosion du jazz, hein, Louis Armstrong, etc. Donc, ceci dit, je suis peut-être, bon, c'est une formule, mais il y a effectivement un tempo, je suis, bon, Rhapsody in Blue peut-être. En fait, ça doit remonter plus à des rythmes plus anciens encore, à ce moment du jazz et de la mécanique du début du siècle. Il a été aussi quelqu'un qui est un Américain un petit peu particulier, parce qu'il a tout un pan de sa vie qui est en Europe, en réalité. Dans Manhattan Transfer, un de ses personnages, Jimmy, revient dans sa ville natale, mais il n'a jamais vécu. On est en 1904, c'est un peu le cas de Dos Passos aussi, quoi. Il a vécu toute sa vie... une vie un peu comme ça de luxe dans des grands hôtels en Europe, à Bruxelles, à Paris un peu. Et il est assez exposé, cette espèce d'avant-garde européenne. Il y a tout un côté Pacifique 231, Honegger, vous voyez, ou même le boléro de Ravel, enfin cette espèce de musique née de la rythmique de la machine. Le rythme du roman, parce que c'est un roman extrêmement scandé, extrêmement rythmé, vient effectivement du bruit ce qu'on appelle les boogies. C'est ce qui entraîne les roues, entraîne la roue, du train. C'est très sonore, c'est un auteur qui était très attentif à toutes sortes de phénomènes, et en particulier, il était attentif, son matériau principal, il l'a défini une fois, c'est « the speech of the people », la manière dont les gens parlent. Jean-Pierre Morel. Ça peut se traduire aussi par la parole du peuple, ce qui lui donne une connotation politique un petit peu différente. Mais en tout cas, il était
très attentif à tout ce qui est de l'ordre des sons, des bruits, notamment bien entendu, puisque c'est une grande partie de son inspiration, des bruits de la grande ville, mais il était également très attentif aux intonations de ses personnages, à la façon non seulement dont ils parlent, dont ils choisissent leur lexique, mais dont ils prononcent les mots. Donc c'est marqué graphiquement, en tout cas dans les éditions américaines, par un certain nombre de fantaisies de transcription. Et bien entendu, c'est relié au fait que son matériau principal, c'était les grandes villes américaines, qui sont des villes d'émigration. C'est la fin de la grande période dite du brassage, du melting pot. Et ces personnages sont souvent des immigrants. Ils parlent l'américain avec des intonations italiennes, irlandaises, françaises, yiddish ou d'autres dialectes ou langues de l'Europe centrale et orientale. Et le titre... Pierre-Yves Pétillon. Le titre est bizarre, il est devenu complètement indéchiffrable parce que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Déjà c'était un peu cryptique, en plus maintenant la chose que ça désignait a disparu. Pour la petite histoire, c'est qu'il y avait un écartement des roues différent entre le continent, si je puis dire, américain, et puis l'île de Manhattan. Donc les trains ne pouvaient pas passer, un peu comme à Irun, entre la France et l'Espagne. Donc il y avait une espèce de gare de triage qui est dans le New Jersey, c'est-à-dire sur la rive droite, ouest, donc de l'Hudson, de l'autre côté, et où on changeait de train, qui est une espèce de gare de triage un petit peu déserte, quoi. Forcément c'était au milieu des marais, au milieu de nulle part, et alors le cri des employés de la compagnie, c'était Manhattan Transfer, ça voulait dire qu'il fallait changer, transférer, ça veut dire ici changement pour Manhattan, quoi. Je rêvais d'utiliser ce que j'avais capté de tous ces messages pour produire une chronique satirique du monde que je connaissais. J'ai pensé que tout pouvait y entrer. Chants populaires, aspirations politiques, préjugés, idéaux, illusions et tout ce qui sortait des journaux. John Dos Passos. Le matériau brut de cette sorte de fiction, c'est tout ce que vous voyez, que vous entendez, que vous ressentez. Votre enfance, votre éducation, votre service militaire, vos voyages dans des lieux étranges ou dans des situations étranges, ces rares moments de souffrance de la vie, quand les sensations intimes d'un homme sont amplifiées et illuminées par des projecteurs intérieurs et lui donnent l'assurance que ce qu'il voit et sent, eh bien, des millions de frères humains le voient et le sentent dans la même situation. Cette sorte d'expérience universelle est le matériau brut de l'art. Ces coups de projecteur sur votre être intérieur, qui sont des perceptions clés, sont des pépites d'or pures. Elles sont rares, même chez les plus grands poètes. Un roman doit utiliser toutes les histoires que les gens racontent d'eux-mêmes, tous les drames de la vie des gens, comme des coups d'œil jetés sur une tranche de vie, sans savoir ce qu'il y a avant ou après. Les fragments de conversation entendus dans le métro ou dans le tramway, ce qu'il perçoit dans une rue, dit par un personnage ou un autre. Des mots griffonnés à la hâte et jetés dans une corbeille à papier, des fragments de réalité, le langage mécanique des reportages des journaux. C'est de ce matériau brut que sont faites les chroniques. Appétence et une volonté d'écrire très très vite qui fait qu'il ne va pas se perdre dans les phrases à faire de la littérature. Il va tout de suite à l'essentiel. Myron Merson. Donc si on démarre le roman, par exemple, ça s'appelle Embarcadère, et puis il va nous décrire une naissance. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit très confiné. L'infirmière tenait la corbeille à bout de bras comme un bassin. Simple. Elle ouvrit la porte d'une grande salle surchauffée au mur recouvert d'un badigeon verdâtre. Dans l'air, saturé d'odeurs d'alcool et d'iodoforme, des vagissements aigres montaient en volute, d'autres corbeilles rangées le long du mur. Toujours la même chose, c'est très précis. Quand elle posa sa corbeille, c'est-à-dire l'infirmière, elle y jeta un coup d'œil en plissant les lèvres.
L'enfant, nouveau-né, se tordit faiblement dans l'ouate, comme un grouillement de vers de terre. On tourne la feuille, et derrière, alors, pratiquement, il y a juste un paragraphe, c'est tout. Sur le bac, c'est-à-dire sur le bateau, il y avait un vieillard qui jouait du violon. Il avait une figure de singe toute contractée d'un côté, et il battait la mesure d'un bout de son soulier verni craquelé. Un autre personnage apparaît, Bud Carpening, assis sur le bastingage, le dos à la rivière, le regardait. Donc il n'y a absolument aucune liaison entre les deux choses. C'est deux histoires qui sont parallèles, et ça continuera comme ça tout le temps, avec la situation qui va continuer à évoluer, et le Bud Carpening, c'est un des losers du roman qui va se suicider sur le pont de Brooklyn. Il a quand même un parti pris très simple, c'est-à-dire de zapper, quoi. C'est-à-dire d'aller d'une image à l'autre très rapidement. Il a 150 personnages à définir. C'est un roman extrêmement touffu sur New York, et il veut aborder toutes les catégories sociales, c'est-à-dire les traders qui vont avoir beaucoup de problèmes en 29, et puis surtout les pauvres gens qui viennent immigrer comme ça, qui cherchent du travail parce qu'il y a des très très gros problèmes de chômage dans la campagne, et puis il y a des gens qui veulent pas faire fermier, quoi. Déjà il y a une espèce de génération qui ne veut pas faire le métier de leur père. François Veillergans. Je disais qu'il était sec et rapide, un peu comme dans la chanson de Roland, qui pour moi est un des modèles de récits rapides, parce que on dit toujours les fameuses histoires dans les Pyrénées, Charlemagne, Olivier, tout ça. On pense on va voir le texte, c'est 4 lignes, hein, ça va hyper vite, et puis ensuite la fiancée enfin, tout ça est fait très très rapidement. Et ça que j'admire chez lui aussi, c'est qu'il va très vite et qu'il donne beaucoup. Alors c'est peut-être ça qui peut faire penser à la poésie, que la poésie aussi c'est très contracté. Dans un poème de peu de lignes, vous avez tout un univers qui tient que dans quelques mots. Et lui, il arrive à faire ça avec des mots simples, c'est tout aussi difficile. On peut prendre on prend un sonnet de Baudelaire, par exemple. Sois sage ma douleur, tiens-toi plus tranquille. Et puis on a un univers qui tient dans peu de lignes et peu de syllabes. Mais c'est très contracté. Lui, il fait tenir un univers tout aussi fort. Alors, pas dans peu de syllabes ramassées de façon euphonique, mais dans peu de mots avec des mots les plus simples. Et c'est ça qui est... On a beau regarder comment c'est fait, c'est incompréhensible. C'est comme certaines grandes peintures. On va près de la peinture et on voit pas comment c'est fait, quoi. On sait qu'il y a quelqu'un qui, avec un pinceau, a mis quelques touches, mais on sait pas comment c'est fait. Et Dos Passos, je sais pas, j'en ai traduit un petit peu j'aime bien traduire de temps en temps, pas pour publier, mais comme ça fait un peu un exercice pour moi. Alors je traduisais quelques pages de Dos Passos d'anglais et américain en français. Et là on voit on est très attentif au texte évidemment. Et là on voit que c'est fait avec très peu de choses, c'est des mots, très peu de mots. La partie, disons, médiane et la partie la plus intéressante de son œuvre aujourd'hui, ce sont des livres qui sont extrêmement composés. Jean-Pierre Morel. Qui ont d'abord une structure tripartite, 3 parties dans Manhattan Transfer, peut-être d'ailleurs sur le modèle de l'éducation sentimentale de Flaubert, qui était une de ses grandes admirations, et 3 volumes successifs qui font la trilogie USA, qui fait plus d'1 millier de pages. Et donc, un dispositif tripartite, 3 volets successifs d'un triptyque, entre lesquels, c'est la deuxième caractéristique, il organise des actions nombreuses autour d'un grand nombre de personnages. Il y a 12 personnages principaux dans la trilogie USR, et il y a 20 personnages principaux dans Manhattan Transfer. Mais ces personnages principaux se découpent eux-mêmes sur le fond d'une pluralité de personnages qui peuvent atteindre la centaine de gens qu'on voit passer. Et ça défie un petit peu la mémoire du lecteur par moment. Il faut ajouter à cette construction tripartite et à cette multiplicité des personnages le fait très caractéristique de Dos Passos que ces personnages sont en général présentés selon 3 mouvements successifs. D'abord, on fait leur connaissance et on les suit séparément. En général, dans la deuxième partie ou dans le volet central du triptyque, ils sont tous réunis, concentrés, dans le temps et dans l'espace.
Et puis dans la troisième partie, nous assistons à un mouvement de dispersion, et jusque-là ça paraît normal, mais il y a quelque chose qui signe un peu la marque de fabrique de Dos Passos à mes yeux, c'est qu'en général dans la troisième partie, on a non seulement un certain nombre de personnages importants qui disparaissent de l'horizon, mais il y en a de nouveaux qui arrivent. Il y a une sorte de renouvellement du personnel romanesque, des gens dont bien sûr on ne saura rien d'autre puisque le roman va s'achever, mais qui renouvellent le stock des personnages. Et donc il joue dans ces constructions complexes, il joue à la fois de la multiplicité et de la prolifération. Il remonte le mail dans Central Park. On dirait qu'il a un furoncle sur le cou, dit Hélène devant la statue de Burns. Ouais, murmure Harry Goldweiser, en exhalant un gros soupir de sa gorge grasse. Mais c'était un grand poète. Elle va, sous son large chapeau, dans sa robe pâle et flottante que le vent de temps à autre plaque à ses jambes et contre ses bras. Elle va, soyeuse, froufroutante, au milieu de grosses bulles de crépuscule, roses, violettes, pistaches, qui montent de l'herbe, des arbres, des bassins, se gonflent entre les grandes maisons grises comme des dents mortes en bordure du parc et crèvent dans l'indigo du ciel. Quand il parle, les phrases sortent toutes rondes de ses grosses lèvres. Il ne cesse de la dévisager avec ses yeux bruns, et elle sent que ses paroles se pressent contre son corps, se nichent dans les creux où sa robe se plaque. La peur de l'écouter lui coupe la respiration. C'est le premier livre sur le Grand New York. Le Grand New York, c'est 96-98 selon la manière dont on compte, donc il est contemporain de ça. Pierre-Yves Pétillon. C'est-à-dire qu'il y avait des boroughs, des quartiers, des municipalités indépendantes, le Queens, Brooklyn, Staten Island, etc., Manhattan, donc. Et en 96-98, on a fait un Grand New York, c'est-à-dire qu'on a rassemblé ça dans une seule municipalité, New York City. Et il est né cette année-là, en gros, quoi. Le décret de 96, il est né en 96. Alors, la manière dont il a imaginé ça, de ce que c'est cette manière, moi, qui me semble importante, parce que c'est le premier roman sur New York, mais d'une certaine manière, c'est quasiment le seul, quoi. Moi, je pourrais pas en citer d'autres où la ville de New York soit le personnage principal. Ce qu'on remarque, c'est que le livre de Manhattan Transfer est entièrement structuré par la déambulation, la flânerie, la marche dans la ville, walk around the city, comme dit l'autre. C'est-à-dire que vous avez ce personnage de Jimmy Hough, mais avant, et ça commence comme ça, de façon très très belle, il imagine un clochard. Enfin, c'est pas un clochard au départ, c'est un fugitif, c'est son Bud. Bud est quelqu'un qui vient d'Amérique profonde, c'est-à-dire en réalité du fin fond de l'Amérique rurale. Alors, c'est un peu mythique, mais il vient de Cooperstown, de l'État de New York. Et il imagine donc ce pur produit mythique de l'Amérique rurale qui, parce qu'il a tué son père, etc., doit fuir et fuit vers Manhattan. Et il y a très très belle ouverture de livre qui montre que c'est quand même le temps du cinéma et du travelling, comme on dit. C'est-à-dire que son Bud arrive par le haut de Manhattan et descend à pied le long de Broadway, c'est-à-dire du nord au sud, traversant un peu en écharpe, en biais, en diagonale l'île de Manhattan. Et on voit défiler le paysage urbain dans un monde qui est encore en construction. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le Manhattan que l'on imagine aujourd'hui. Toute la partie haute, même pratiquement au-dessus de la 72e rue, enfin, c'est encore la campagne d'une certaine manière. L'Upper West Side est surtout encore plus haut, quoi. Donc on voit peu à peu comment il traverse ce paysage et on voit peu à peu la campagne et puis l'espèce de terrain vague, les cabanes d'Irlandais, tout ça, c'est pas construit encore. Riverside Drive est encore un petit peu en friche et qui devient un chantier. Et puis ensuite, on arrive donc au Manhattan historique et même très historique au sud de Washington Square, quoi, qui remonte au XVIIe siècle. Surtout, alors, c'est un livre qui est une nouvelle perception de la ville. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que on voit apparaître quelque chose qui a un peu déjà l'impact de l'école de Chicago, de la sociologie urbaine de l'école de Chicago du début du siècle. À savoir que la ville est aussi un lieu où on est, qui vous libère de la servitude féodale dans laquelle on vit, dans les campagnes. La ville est un lieu où on peut s'inventer.
On passe d'un quartier à l'autre et chaque fois on peut projeter une identité imaginaire qui est un peu différente. On n'est pas assigné à résidence dans son identité, dans ses racines, etc. C'est un lieu... c'est le lieu du passage aussi. Oui, mais pas seulement du passage d'un quartier à l'autre, aussi de passage d'un mois à un autre. Et ça, c'est nouveau avec Dos Passos. Alors, ce bas de la structure le roman dans toute sa première partie, et il a comme pendant en réalité le journaliste dans la deuxième partie, parce que lui aussi, le journaliste, chemine à travers la ville, notant au passage, etc. Enfin, il ne fait pas que ça, il épouse aussi à un moment donné l'autre personnage principal, parce que c'est un livre bifocal, il y a deux structures. Il y a une structure de la déambulation, le fugitif clochardisé qui erre et tombe en spirale de plus en plus vers les bas-fonds jusqu'à sa mort, et puis le journaliste donc qui marche dans la ville. Et puis l'autre structure qui est une structure concentrique au contraire, qui est l'actrice, la jeune Hélène, qui fait carrière dans le spectacle, dans les Ziegfeld Follies, etc. Alors où ça devient tout à fait fascinant, c'est quand elle est arrivée en haut, où elle n'est plus personne. Et là, on est vraiment dans une sorte de modernité. C'est-à-dire que son image, elle est une proie pour l'ensemble de la ville. Elle est en proie à l'ensemble de la ville. Chacun la connaît. Chacun a entendu parler d'elle. Chacun fantasme sur elle, pour ne pas dire pire. Et dans les taudis, dans les cafés, etc., chacun donc projette une image. Et elle est à la fois cette image et ne l'est pas. Elle est dépossédée de qui elle est et entièrement, elle donne son nom à une image qui est à la fois le point focal du roman, qui le structure, et qui n'est personne. En fait. Qui n'est personne, c'est ça, qui est un blanc. Une des novations caractéristiques de Dos Passos, au moins à partir de Manhattan Transfer, c'est que Jean-Pierre Morel. Tous ces fils qu'un romancier comme Balzac, Dickens ou encore Tolstoï, bien que chez Tolstoï ça commence à se disjoindre beaucoup, aurait à cœur de tenir en main, on a l'impression au contraire que Dos Passos, lui, lâche la bride à ses personnages et que son narrateur intervient très peu pour faire les jonctions et les connexions entre les différentes lignes d'action. Pour ce qui est de la trilogie USA, elle est racontée d'au moins 3, on pourrait même dire, pour être précis, de 4 façons dans la trilogie. Il y a en effet 2 sortes de récits à la 3e personne, on pourrait dire des narrations traditionnelles, classiques, mais qui concernent d'un côté des personnages de fiction et de l'autre côté des personnages historiques. Ça fait donc déjà 2 utilisations différentes de la 3e personne. Il y a une série de sections qu'il a appelées « œil de la caméra » et dont on pourrait croire que c'est simplement une imitation du cinéma, mais en fait c'est une narration à la première personne extrêmement compliquée, très proche du monologue autonome chez des gens comme Joyce. Et puis il y a une 4e sorte de section qu'il a appelée « actualité », « newsreels », et qui là, on pourrait dire, n'est même pas raconté, puisqu'il s'agit simplement d'un montage de citations. L'œil caméra numéro 1. Quand on marche dans la rue, il faut faire attention à poser les pieds rien que sur les pavés ronds, de manière à ne pas fouler les pauvres brins d'herbe qui brillent. C'est bien plus facile si on tient la main de maman, car alors on peut lever les pieds, mais quand on marche vite, on ne peut éviter de fouler tant de brins d'herbe. Les pauvres langues vertes s'écrasent sous vos pieds. C'est sans doute pourquoi ces gens sont si en colère et nous poursuivent en brandissant le poing. Ils lancent des pierres, des grandes personnes qui lancent des pierres. Elles marchent vite et nous courons. Ses souliers pointus foulent les pauvres brins d'herbe et se montrent sous les plis tremblants de sa robe de drap brun. Englander. Un caillou rebondit et teinte sur les pavés. Et il a établi entre ces grands ensembles tout un système de résonance. Il les a mis en résonance finalement. Il a créé un système d'écho. À l'âge de 15 ans, Gene Debs travaillait déjà comme mécanicien au chemin de fer d'Indianapolis et de Terre Haute. Il travailla comme chauffeur de locomotive, fut employé aux écritures, adhéra à la section locale de la fraternité des chauffeurs de locomotive, fut élu secrétaire et voyagea dans tout le pays comme organisateur.
chauffeur de locomotive pendant plus d'une longue nuit de travail. Au milieu de la fumée, un feu l'embrasait d'une éloquence orageuse qui faisait vibrer les salles de réunion aux murs de bois de pin. Il voulait faire de ses frères des hommes libres. C'est ce qu'il vit dans la foule qui vint le chercher au dépôt d'Holwell Street quand il sortit de prison après la grève Pullman. Et curieusement, ce système d'écho souligne on ne peut mieux son propos, puisqu'il suscite, c'est une caisse de résonance qui sonne à vide, puisqu'il montre le vide existentiel des personnages et qu'il met en scène finalement le personnage principal de la trilogie, c'est l'histoire. C'est le roman impersonnel, donc les forces qui balaient l'individu. Actualité 3. Il faut du nerf pour vivre dans ce monde furent les derniers mots de George Smith, pendu avec son frère par la populace dans le Kansas. Mort du marquis de Queensbury. Une plantation d'épices détruite par les flammes. Acquittement de Zola. À Smolensk, 6000 ouvriers manifestent en portant des pancartes avec l'inscription « À mort le tsar assassin ». Des émeutes et des barricades marquent le début de la grève des conducteurs. Que je pourrais peut-être retrouver, c'est par rapport au Camera Eye de USA. Patricia Bleu-Schweninger. Où il y avait eu le fameux rassemblement de Madison Square Garden, où les communistes avaient fait irruption en plein milieu donc d'un rassemblement socialiste et avaient été quand même assez agressifs. Et dans le Camera Eye, le narrateur anonyme, mais qui renvoie bien souvent à l'auteur, fait état aussi du même meeting, ce qui prouve que ça a quand même eu un impact sur la conscience, mais il veut montrer sur la conscience du narrateur, donc du Camera Eye, mais également sur celle de milliers de gens. Mais caméra subjective, ça veut dire que c'est l'irruption de l'autoportrait ou d'une forme d'autobiographie dans le récit de John Dos Passos, dans le roman. Oui, mais c'est peut-être un petit peu plus complexe que cela. C'est une constante chez Dos Passos, on peut parler d'une culture du paradoxe. Il fonde finalement son écriture sur un ensemble d'antinomies qui crée une dialectique dans la trilogie USA. Donc à propos du Camera Eye, c'est un autoportrait plus qu'une autobiographie, puisqu'on a des instantanés de la vie du narrateur, de la conscience, de l'impact des événements sur la conscience du narrateur à tel ou tel moment. Mais parfois, le Camera Eye n'est pas attribuable du tout à l'image de l'auteur, mais carrément à des anonymes, qu'il s'agisse de marins anglais, par exemple, ou qu'il s'agisse de tout autre individu parfaitement anonyme. François Veyergans. Il a un rôle de sort Dos Passos parce que à la fin des années 30, avant la guerre de 40, il était considéré comme un des plus grands romanciers vivants. Il y a la fameuse phrase de Jean-Paul Sartre qu'on ressort de temps en temps. Sartre dit c'est le plus grand romancier vivant. Ensuite, il y a deux choses qui se passent. D'abord, il y a la guerre de 40. Bon, après, il y a d'une part que Sartre se met à plagier Dos Passos pour écrire cet assez mauvais roman qui s'appelle Les chemins de la liberté. Donc il n'avait plus du tout intérêt à dire que Dos Passos était le plus grand écrivain vivant puisqu'il venait de le plagier. Et d'autre part, il y a que plus tard dans les années 50, Dos Passos vire plutôt à droite et se met un peu à défendre le sénateur de la chasse aux sorcières, tout ça. Pas chasse aux sorcières, enfin comment il s'appelait McCarthy, ça, oui, je crois que j'ai raison de ne pas me souvenir de son nom. Donc Dos Passos est entré dans une sorte de purgatoire au moment où il y avait dans le monde occidental une critique qui triomphait plutôt à gauche, enfin dans une gauche dont on a su plus tard que c'était une gauche qui cautionnait à la fois le régime soviétique et la Chine de Mao Tse-tung, donc une drôle de gauche, si vous voulez. Et alors c'est un peu ça qui l'a fait disparaître, je crois, de l'avant-plan. Peut-être qu'une nouvelle génération d'écrivains qui va le lire, puis une nouvelle génération de lecteurs tout simplement, va comprendre que c'est un des plus grands romanciers de l'histoire du roman pour une raison qui me paraît assez évidente et simple même, c'est que c'est un des rares, voire peut-être le seul romancier qui soit complètement athée.
Il n'y a aucune transcendance dans son œuvre, ni chez ses personnages, alors que ses autres confrères au même niveau, qui seraient Dostoïevski ou Faulkner, sont des gens au contraire pour qui le sacré, pour aller vite, compte beaucoup. Et c'est ça la grande révolution de Dos Passos. Un petit peu ce qu'il y a eu, je sais pas, au cinéma avec Luis Buñuel. L'athéisme de Dos Passos est exceptionnel. L'Amérique était hybride. L'Amérique aurait dû faire fortune avec la sélection naturelle. Il n'avait pas la foi, il croyait en Darwin et à la sélection naturelle et à l'influence du mort puissant en un beau fruit ferme, bon pour l'exportation et pour mettre en conserve. Il compta au nombre des grands hommes, mais un jour, les églises et les congrégations eurent vent qu'il était infidèle et croyaient en Darwin. Luther Burbank n'avait jamais pensé à mal en plantant des hybrides sélectionnés pour l'Amérique pendant ses années ensoleillées à Santa Rosa. Mais cette fois-ci, il était tombé dans un guêpier. Il ne voulut pas renoncer à Darwin et à la sélection naturelle, et les guêpes le piquèrent et il mourut ahuri. Il fut enterré sous un cèdre. John Dos Passos. À un moment de ma vie, j'ai été impressionné par les fictions documentaires d'Eisenstein, comme le cuirassé Potemkin. On utilisait le mot de montage à ces moments-là, pour décrire l'opposition de scènes contrastées dans le film en mouvement. Et j'ai pris le montage pour essayer de faire jaillir mes récits de la page. Par la suite, j'ai essayé de fondre le tout dans un seul flux narratif, en insistant sur l'intention satirique. Dans Chosen Country, j'ai essayé de rendre le récit encore plus dense, dans un esprit élégiaque très différent de la tension du présent dans Manhattan Transfer et USA. Et voilà. Lucy Dos Passos. On voyageait beaucoup et on visitait des manufactures, des pêcheries de baleines, des hôpitaux, toutes sortes de lieux. Pas là où on va d'habitude pour des vacances agréables. Notre tourisme. Vous savez, on visitait aussi ce genre de lieux parfois. Il y avait toujours une manière de voir qui faisait comprendre le lieu et qui nous donnait beaucoup de sympathie pour tous les aspects de la vie. Je me souviens au Pérou, par exemple, qu'on a eu des contacts avec une entreprise de fabrication de chaussures. Et on a visité une usine de bottes en caoutchouc. Et on a vu les gens travailler. Ainsi, ils comprenaient le sort des personnes qui vivaient dans d'autres pays. Et il leur parlait, il leur posait des questions? Oui, il aimait toujours poser des questions, jouer le rôle du reporter, trouver des informations de première main. Et pour moi, ça a été très formateur. Il choisit pas, il décrit, simplement. C'est un petit peu comme Zola, quoi. Myron Merson. Et il y a un incendie qui se déclare dans l'immeuble d'à côté, un des blocs à côté. Et donc Ed Thatcher descend et il va voir ce qui se passe. Un jeune homme était assis anéanti sur le bord du trottoir près du réverbère. Thatcher, poussé par la foule, se trouva près de lui. « C'est un Italien. Sa femme est dans la maison. Les flics ne veulent pas le laisser approcher, sa femme attend un enfant. Il ne peut pas parler anglais pour demander aux flics. » Donc on comprend bien que il est en train de se demander si sa femme n'a pas déjà péri dans les flammes. Et la description de l'homme, l'homme portait des bretelles bleues, attachées par derrière avec un morceau de ficelle. Son dos se soulevait et de temps à autre, il proférait des grognements que personne ne comprenait. Et alors il y a une chose assez extraordinaire après, parce qu'il y a des idées quand même, c'est qu'il y a un autre gars qui frôle Thatcher, donc je résume. Quand Thatcher le frôla, c'était un autre homme qui est passé par là. Il sentit une odeur de pétrole sur les vêtements de l'homme. L'homme le regardait en face en souriant. Il avait des joues graisseuses, tombantes, et des yeux brillants à fleur de tête. Thatcher sentit ses pieds et ses mains se refroidir subitement. L'incendiaire.
Les journaux disent qu'il rôde comme ça pour voir. On ne peut pas faire plus simple. En plus, dans le passage que j'ai fait évoquer, il y a toute une histoire comme quoi les alarmes ne se sont pas déclenchées, etc. Donc il y a une espèce de mystère qui entoure l'histoire. Mais c'est surtout la violence de l'incendiaire qui se met à sourire en disant oui, c'est moi, quoi. Donc il y a quand même... il appelle un chat, quoi. Et en même temps, c'est comme s'il plongeait ses personnages dans, je sais pas moi, dans une marmite bouillante. Dans le réel, oui, dans la situation, dans ce qu'il a vu. Il fait exister ces personnages uniquement par un comportement extérieur, par la description très adroitement faite de quelques vêtements, par des dialogues qui sont extrêmement simples. François Veillergans. Et ça, c'est du très grand art, c'est archi difficile à faire. Il est toujours au bord du banal, alors qu'en fait, il nous dresse des portraits. Il y a, surtout dans la trilogie USA, donc, qui est fait de 3 romans, qui sont 42e parallèle, L'an premier du siècle et La grosse monnaie, La grosse galette, c'est vrai. Ça, c'est son œuvre majeure, à mon sens. Et là, il fait quand même exister des personnages d'hommes et de femmes, surtout, dont on n'a pas l'équivalent ailleurs, uniquement par un regard froid, disons. Il a cet art-là, on le voit le construire, parce que ses premiers romans sont beaucoup plus faibles. Enfin, on le voit faire des progrès sous nos yeux, c'est-à-dire que de roman en roman, il va de mieux en mieux. Après, il y a un autre roman de lui, peu connu, qui s'appelle Milieu de siècle, qui, donc, avec sa même technique de description minutieuse le grand art de vous faire comprendre qui est quelqu'un, qui est tel ou tel personnage, par des détails extérieurs, sans pénétrer à l'intérieur sans psychologie. Ça, c'est une chose. Et je vous dis, on voit qu'il arrive à le faire de mieux en mieux. Il arrive juste en vous disant que la façon dont une femme va va enfiler une jupe ou bien va se pencher vers une chaussure où il y a un problème au talon, il vous dit ça et puis tout à coup on comprend quelque chose sur la psychologie de cette femme. Il faut voir ça dans le détail, c'est incroyable comment c'est fait. On retrouve, il a vécu à Bruxelles par exemple quand il était petit. Alors, il évoque la chaussée de Charleroi à Bruxelles, à un moment donné. Alors, les odeurs de savon de la chaussée de Charleroi, là, on comprend qu'il travaille sur des choses comme ça, sur l'odeur du savon dans une rue, enfin, l'odeur les gens devaient nettoyer le trottoir, quoi. Avec ça, il vous redonne un peu un fragment d'époque aussi. L'œil caméra, numéro 50. L'Amérique, notre nation, a été vaincue par des nouveaux venus qui ont acheté les lois, clôturé les prairies, coupé les arbres pour faire de la pâte à papier, transformé nos agréables cités en taudis et fait suer notre peuple pour s'enrichir. Et quand ils ont besoin d'argent, ils engagent le bourreau pour brancher le courant. Maintenant, leur travail est terminé. Les immigrants, ennemis jurés de l'oppression, reposent inertes dans leurs costumes noirs. Dans le petit salon mortuaire du North End, la ville est calme. Les hommes de la nation conquérante sont invisibles dans les rues. Ils ont gagné. Alors, pourquoi ont-ils peur de se montrer dans les rues? Dans les rues, on ne voit que les visages des vaincus. Les rues appartiennent à la nation vaincue. Tout le long de la route, jusqu'au cimetière où les corps des immigrants vont être incinérés, nous bordons les trottoirs sous la pluie battante. Nous encombrons la chaussée mouillée, coude à coude, silencieux, pâles, contemplant les cercueils de nos yeux effarés. Nous sommes là, vaincus, Amérique. Pratiquement à la fin de sa vie, 10 ans avant sa mort, il a trouvé le terme qu'il a appliqué rétrospectivement au reste de son œuvre. Jean-Pierre Morel. Il a dit que s'il avait écrit, il a dit ça en 1960, il est mort en 70, il a dit qu'il avait écrit des chroniques historiques, ou disait-il des chroniques de protestation. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il se donnait à ce moment-là comme modèle, lui qui est un écrivain si inventif, un écrivain de montage, il se donne comme modèle des gens qu'on n'associerait pas du tout aux années 20, les chroniqueurs du Moyen-Âge français comme Comines et Froissart. C'est lui qui se donne. Et effectivement, il y a un grand dessein qui est de retracer toute une période de l'Amérique, donc en gros du tournant du 19e siècle au 20e siècle, jusqu'au
au milieu, disons, des années 30. Et alors là, il y a un grand dessin sous-jacent qu'il essaie de faire émerger de façon plus ou moins convaincante, mais on peut dire en gros que dans ce grand dessin, il entre 3 éléments. D'une part, c'est le moment où pour lui, dans cette Amérique du brassage, de l'afflux d'immigrants, se dessine ce qu'on pourrait appeler, il est difficile de trouver un mot satisfaisant, de grandes mécaniques ou de grandes machineries sociales. Ces grandes mécaniques qui vont exercer une emprise de plus en plus grande sur les foules, sur les masses, ce sont d'abord l'industrie, et pour lui la première industrie à laquelle il est prêté le plus d'attention, c'est l'industrie du métal. Ce sont les aciéries de Pittsburgh, où il a situé plusieurs de ses personnages importants. Ensuite, ça va être, après la Seconde Guerre mondiale, ça va être surtout l'industrie de l'automobile, avec l'invention du travail à la chaîne. Et il est assez caractéristique que ces romans contiennent des biographies de gens comme Henry Ford ou comme Samuel Taylor, l'inventeur du travail posté. Et puis, son étude des machines, elle va évidemment passer par la machine militaire, qui se met en place peu à peu pendant la Première Guerre mondiale, et qui est pour lui tout à fait redoutable. D'autant qu'elle s'adjoint et elle phagocyte la machine de l'information, et donc pour lui, participation à la guerre, profit des grandes industries, contrôle de l'information, ça va de pair. Et la dernière machine à laquelle il va attacher une attention particulière, pour la partie de la trilogie qui se passe après l'invention du cinéma, et en particulier après la Première Guerre mondiale, c'est l'industrie cinématographique. Et notamment le passage assez rapide, puisque ça n'a pris que 4 ans, mais en même temps assez douloureux, du muet au parlant, entre 1929 et 1932. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de personnages qu'il a lancés dans la carrière cinématographique du temps du muet. Et là encore, il y a des bibliographies, celle de Rudolf Valentino, par exemple, et des gens comme ça. Oui, puisque je citais la machine d'information, il est très, très intéressant de remarquer dans le 3e volume qu'il y a une biographie au vitriol de Randolph Hearst, et que 5 ans après, le personnage va être connu dans le monde entier par le grand film de Wells, Citizen Kane. Alors ça, c'est la première partie, le premier volet du grand dessin. Le 2e volet, c'est naturellement l'entrée des États-Unis dans la guerre. Et puis le 3e volet du grand dessin, c'est ce qui aurait pu contrecarrer à la fois l'influence funeste des grandes machines et l'entrée en guerre, qui n'a fait qu'aggraver les choses. Ça aurait été une sorte de, sinon de révolution, du moins de contestation ouvrière et syndicaliste révolutionnaire, qui est le 3e composant de son grand dessin. Donc, ce qu'il raconte à la fois, ce qu'il entremêle dans ses récits, c'est l'expansion des machines qui tentent à réduire toujours la part de l'individu. C'est l'erreur, selon lui, catastrophique qu'a commise Woodrow Wilson. Tout le monde n'est pas d'accord avec Dos Passos sur ce point, en faisant entrer les États-Unis en guerre en 1917, malgré ses promesses. Parce que Wilson s'était fait élire en disant en promettant de tenir les États-Unis hors de la guerre européenne. Donc c'est aussi un renégat, quoi, pour Dos Passos. Et puis, la chance qui a peut-être été perdue à cette époque-là, d'avoir une révolution sociale qui se serait déroulée en parallèle avec la révolution mexicaine et la révolution russe, puisqu'il y a certains des personnages de Dos Passos qui participent à l'une et à l'autre, et parfois aux deux. John Reed en particulier. Et puis, évidemment, le retour sur le passé américain, parce que l'Amérique a quand même connu une grande révolution à la fin du XVIIIe siècle. Et là, il y a visiblement un problème de Dos Passos, de raccorder les espoirs révolutionnaires du XXe siècle à ceux de la Révolution américaine.
I think I'm privileged to have Lucie Dos Passos. a certain sympathy, to have grown up with a certain sympathy for immigrants to this country. J'ai le privilège d'avoir été élevé dans la sympathie pour les immigrants de ce pays, car lui-même se sentait très proche de son grand-père, qui était immigrant. His understanding of the immigrant reality in this Sa compréhension de la réalité des immigrants, il l'avait portée en lui toute sa vie. Et maintenant, avec tout ce qui se passe dans notre pays, je suis reconnaissante de n'avoir pas grandi avec une réaction de défense contre les immigrants. Maintenant, je regarde cette photo connue, celle de son arrestation, à propos de l'affaire Sacco et Vanzetti. Il est emmené par un policier qui lui tient le bras, et puis lui, il avance, et il a un regard très joyeux. Yes, he does look quite pleased. Oui, il a vraiment l'air réjoui. Oui, je connais cette photo. Je ne me rappelle pas qu'il ait spécialement parlé de cet incident. His expression is sort of a symbol of a Son expression est symbolique d'un curieux trait de caractère. C'est-à-dire qu'il pouvait être très sérieux et à la fois joueur et moqueur. Je pense que c'est très difficile à comprendre pour les Américains, ce côté satirique de sa personnalité. Ils se sentent presque offensés par ça. Mais il me semble qu'en Europe, d'après les conversations que j'ai pu avoir, cette attitude est beaucoup plus respectée et comprise. Dans toute une part de son œuvre, il y a des personnages qui sympathisent soit avec ce mouvement, qui est le mouvement de Jean-Pierre Morel, des travailleurs internationaux du monde, en américain IWW, soit avec l'anarchisme espagnol ou l'anarchisme italien. Et dans la construction de la trilogie USA, l'affaire Sacco Vanzetti, entre 1920 et 1927, marque bien à la fois la réunion de tous les personnages sympathiques et un peu radicaux de Dos Passos, et puis leur dispersion et leur désespoir. Une des choses pour lesquelles je crois que ce grand dessin est encore aujourd'hui très intéressant à lire, c'est la manière dont il montre à la fois l'activisme d'un certain nombre de syndicalistes révolutionnaires, extrêmement isolés et extrêmement courageux, et peut-être noircit-il le trait, mais bon, quand on pense à des événements contemporains, ça peut avoir un certain degré de plausibilité. Combien ceux qui ne sont pas d'accord avec le cours politico-industriel, financier des choses, et notamment la conduite de la guerre, sont non seulement mal vus, mais diffamés, arrêtés et mis en prison ou en pénitencier pour de longues années. La répression continuelle des mouvements et des groupuscules d'extrême gauche aux États-Unis pendant toute cette période, c'est un des aspects les plus insolites et à la fois les plus prenants de l'inspiration de Dos Passos. C'est la fameuse période entre la fin de la guerre et 1920 qu'on a appelée la période de la peur des rouges, de Red Scare. Il habitait au bord du Potomac. Roger Grenier, 1972. Et on a fait des entretiens avec lui qui étaient assez intéressants parce que c'est un grand moment de l'histoire de la littérature, même si ensuite il a déçu à la fois littérairement, politiquement, etc. En plus, l'endroit où il habitait était vraiment admirable, enfin une sorte de propriété sudiste, très grande, très belle, avec ce fleuve qui est comme un bras de mer derrière. Il était charmant, c'est un homme d'une extrême gentillesse. Je crois qu'il n'y a pas d'homme plus gentil.
Et puis au bout d'un moment, on se rendait compte que cette gentillesse était une sorte d'arme ou d'armure qui se cachait derrière. Et finalement, j'avais l'impression qu'il n'aimait plus du tout ce qu'il avait fait quand il était jeune et que nous, on aimait tant, et qui avait fait dire à Sartre que c'était l'écrivain le plus important de ce siècle. Sa fille était là, qui était une fille de 20 ans, qui était étudiante en Californie, et elle n'avait jamais lu ses livres. Et on voyait que lui ne voulait pas qu'elle les lise. Et les livres où il parlait des communistes, où il parlait de la révolte, où il parlait des pauvres. Et puis je lui ai parlé de Sacco et Vanzetti. Alors il dit oui, Vanzetti, c'est bien ancien, tout ça. Puis bon, moi j'ai marché sur le moment, mais enfin, c'était une sorte d'arme de guerre des communistes. Ils ont exploité. Alors moi le premier, je fais des articles, mais enfin, faut voir ça avec le recul. Enfin, c'était tout comme ça. Un peu décevant, bien sûr. Et en même temps, alors dès qu'on laissait tout cela et son cas personnel pour lui faire parler de Hemingway ou de Scott Fitzgerald ou de Charlotte Anderson, il en parlait avec beaucoup d'émotion, beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse. L'un des couples antithétiques autour desquels s'organise l'œuvre de Dos Passos, c'est précisément l'engagement et le retrait. Patricia Bloch-Schwenninger. Déjà présent dans la trilogie USA, puisqu'il en a écrit plusieurs. Oui. Mais il ne faut pas oublier que Dos Passos a commencé par justement écrire des romans que l'on peut qualifier, que on ne sait pas, la critique ne s'est pas privée de qualifier d'esthétisants. Qu'il s'agisse de One Man's Initiation, qu'il s'agisse de donc l'initiation d'un homme, qu'il s'agisse de Trois soldats, qu'il s'agisse d'un roman qui est peu connu et qui s'appelle Les rues de la nuit, et même en partie, un petit peu, bien que ce soit beaucoup plus faible, dans Manhattan Transfer. Donc, à ce moment-là, c'est précisément la politique de la Tour d'Ivoire. Et c'est un peu ce qu'a résumé un critique de l'époque, qui était extrêmement perspicace, dans le titre d'un de ses articles, qui est « Le poète et le monde ». Je pense qu'il pose très très bien le problème. C'est-à-dire que Dos Passos a commencé par se mettre en retrait, avant petit à petit de s'engager complètement, et aux côtés notamment des radicaux, de la gauche radicale dans son ensemble, au point de faire partie des nouveaux dramaturges, du groupe des nouveaux dramaturges, et de produire 3 pièces, donc de participer pleinement à l'aventure. Et en même temps, il est toujours resté en retrait. Il était compagnon de route des communistes, mais il ne s'est jamais engagé en tant que membre du parti à part entière. Et il est toujours un petit peu resté en marge. Je crois que Dos Passos peut se définir à tous égards, d'ailleurs, comme l'homme de la marge, et que c'était une formule qui lui convenait parfaitement. Lucie Dos Passos, vous voulez bien nous lire quelques lignes de John Dos Passos? Yes, I found some lines in The Best Times. Oui, j'ai trouvé quelques lignes dans The Best Times. La Belle Vie en français. C'est malheureusement épuisé aux USA et je me bats pour trouver un éditeur. Mais je n'arrive pas à en trouver un qui veuille le réimprimer. Non, c'est ironique, mais on le trouve en Allemagne, en Espagne, en France et dans d'autres pays. Donc, au chapitre 4, c'est autour de 1922 à peu près. L'hiver suivant, Gerald et Sarah, c'est-à-dire Gerald et Sarah Murphy, qui sont mes grands-parents, s'installèrent à la Villa America. Sarah engagea un jardinier italien et fit pousser du maïs.
Gérald peignait dans l'une des dépendances. Ils invitaient leurs amis français et bientôt Picasso se dorait au soleil à Juan-les-Pins. Les Fitzgerald louaient une villa à Saint-Raphaël et la passion pour la plage des milieux franco-américains de l'art et de la mode était née. Il y avait dans le jardin une petite maison à toit de tuiles, on l'appelait la Bastide, où on m'installait quand je passais à portée de voix des Murphy. Tout était merveilleusement calme sous un ciel d'un bleu ardent, l'air du jardin sentait l'eucalyptus, les tomates et l'héliotrope. Je me levais tôt pour travailler et vers midi, j'allais dans une petite crique festonnée de sable qu'on appelait la Garoupe. J'y trouvais toute la maisonnée au bain de soleil. Sous les parasols, Gérald débarrassait le sable des algues qui le jonchaient. Dans les eaux calmes et bleues comme du cristal plus salé que le sel, on nageait jusqu'à l'entrée de la crique et l'on revenait. C'était une vie merveilleuse. Quel que fût mon goût pour la conversation de Sarah et Gérald, je ne pouvais guère la supporter plus de 4 jours. Autant essayer de vivre au ciel, il me fallait revenir sur terre. Je crois que je devine pourquoi vous aimez ces lignes. Pourquoi les avoir choisies? Eh bien, d'abord parce que j'adorais Gérald et Sarah Murphy, mes grands-parents. Je n'ai jamais vu cette villa américaine, mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Et puis ça montre l'amour de mon père pour la vie agréable, ses amis, les belles choses et les beaux lieux, et aussi l'urgence qu'il a à sortir pour enquêter, chercher, trouver du nouveau. Que peut-on dire de son autobiographie, alors celle-ci officielle, si j'ose dire, entre guillemets, The Best Times, La Belle Vie? C'est très symptomatique, justement, le titre. Patricia Bleu-Schweninger. Très symptomatique. Parce il l'a écrite en 66. Oui, il l'a écrite en 66, c'est-à-dire 4 ans avant sa mort. Mais curieusement, il l'arrête, je crois, en 33 ou quelque chose comme ça, il me semble bien. Oui. C'est donc un choix de départ. C'est une autobiographie tronquée dans la chronologie et c'est une autobiographie extrêmement sélective. Bon, elles le sont toujours, mais qui s'organise. C'est un parti pris parfaitement délibéré qui vise finalement à restituer les moments heureux d'une partie de son existence, sa jeunesse. Et à partir de là, évidemment, il fait silence sur, par exemple, l'affaire Sacco et Vanzetti, qu'il avait pourtant beaucoup mobilisé, puisqu'il a été jusqu'à écrire un pamphlet. Il fait silence sur la mort de son ami José Robles, enfin de tout ce qui l'avait véritablement atteint, pour ne garder que le ton léger. Il fait silence aussi sur la mort de sa première femme. Sur la mort de sa première femme, qui fut pourtant combien tragique, puisqu'il l'a tuée évidemment sans faire exprès dans un accident de voiture, et qu'il l'a même décapitée, lui-même a perdu un œil. Enfin, il fait silence un petit peu sur tout ce qui le dérange. C'est une autobiographie qui, là encore, est un petit peu impersonnelle, parce que c'est vrai qu'il s'efface derrière les gens célèbres qu'il met en scène avec infiniment de talent, comme Fitzgerald, par exemple. L'autobiographie, il a fait ça. En fait, c'est un peu comme l'équivalent, je sais pas, de François Weyer-Gans, de l'art de la fugue chez Bach, c'est-à-dire qu'il montre, ça tourne un peu à vide à ce moment-là. Il s'attache pas à des personnages, il s'attache à lui. Il se traite lui-même comme un personnage de roman, et donc il nous montre un peu son système. C'est-à-dire, c'est bien à lire pour mieux comprendre la façon dont il écrit, dont il construit des romans. C'était pas le genre à s'apesantir sur lui-même, ni à s'attendrir, ni non plus à se débiner. Enfin, je pense qu'il a fait une expérience technique. Il s'est dit, tiens, je vais prendre un morceau de ma vie à moi, après avoir passé 30 ou 40 ans à inventer des personnages, pas toujours inventés, parce qu'il les copiait parfois sur des gens qu'il voyait dans la réalité. Enfin, après s'être intéressé à d'autres, il dit, je vais m'appliquer ça à moi. Un peu comme un chirurgien qui s'opérerait lui-même, ce qui est très déconseillé. Alors il nous donne un fragment d'autobiographie hyper sec, vous avez remarqué. C'est assez curieux, ça fait du bien quand on voit tous les débordements actuels, autobiographicaux, sentimentaux, tout ce qu'on voudra.
Jack Reed aurait voulu vivre dans un tonneau et écrire des vers. Mais il rencontrait sans cesse des clochards, des ouvriers, des types costauds qui lui plaisaient, des pas de chance, des pas de travail. Pourquoi pas la révolution? Il n'avait plus le goût de travailler alors que tant de gens étaient sans travail. À l'école, n'avait-il pas appris par cœur la déclaration d'indépendance? Reed était un homme de l'Ouest, pour qui les mots ont un sens. Pas grand-chose de cela autour des filatures de soie, quand, en 1913, il alla à Paterson faire un reportage sur la grève. Les ouvriers du textile défilant en cortège, tabassés par les flics, les grévistes en prison. Avant même de le savoir, il était un gréviste défilant dans la rue, tabassé par les flics, en prison. Jack Reed était le meilleur écrivain américain de son temps. Quiconque aurait voulu savoir ce qu'était la guerre aurait pu le lire dans les articles qu'il écrivait. Et en 1917, il était avec les soldats et les paysans à Petrograd en octobre. Smolny, 10 jours qui ébranlèrent le monde. Un homme doit faire bien des choses dans sa vie. Reed était un homme de l'Ouest, pour qui les mots ont un sens. Il se jeta tout entier, corps et biens dans Smolny, dictature du prolétariat, URSS. La première république des travailleurs fut établie et subsiste. Reed écrivit, fut chargé de mission. Il y avait des espions partout. Travailla à en crever. Attrapa le typhus et mourut à Moscou. Et alors là, on touche à un autre problème qui est que dans ses rapports personnels avec l'intelligentsia de gauche et d'extrême gauche, Jean-Pierre Morel. Dos Passos a eu des rapports de plus en plus délicats et de plus en plus tendus avec les intellectuels américains qui se réclamaient du communisme. C'était d'autant plus intéressant qu'il était à l'époque un des principaux écrivains, on peut dire américains et d'Europe occidentale, qui était traduit, publié, diffusé et discuté en Russie. En Russie, la Russie rouge, l'URSS en construction à l'époque, où il a fait d'ailleurs plus d'un séjour et il a rencontré des artistes importants. Mais avec les communistes américains, il semble auxquels il reprochait leur dogmatisme et leur sectarisme, ils étaient d'autant plus staliniens qu'ils étaient minoritaires, les choses se sont envenimées. Et c'est au moment de la guerre d'Espagne qu'il a rompu de façon assez fracassante, en même temps assez douloureuse, avec l'extrême gauche. Et c'est cette prise de conscience qui le fait évoluer alors petit à petit, je dirais presque naturellement, dans son esprit, vers la droite en fait, et vers la droite la plus extrême, disons. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des épisodes assez désagréable, désagréable quand on connaît sa biographie précédente. On le retrouve sur des estrades pour soutenir la candidature au poste de gouverneur d'un des candidats les plus républicains, les plus conservateurs et même les plus réactionnaires, qui était Goldwater. On le voit sur des estrades à propos, me semble-t-il, de la guerre du Vietnam, qu'il a soutenu. La politique américaine de bombardement, il l'a soutenu. Il a fait les estrades aux côtés de John Wayne, dont on sait qu'il était plutôt à cette époque un va-t-en-guerre. En même temps, alors il s'est tourné vers une espèce de réévaluation personnelle de l'héritage américain et de ces gentilshommes de Virginie comme Jefferson, qui avait fait la révolution américaine et la guerre d'indépendance avec l'Angleterre, et qui était à l'origine de la Constitution américaine. Et alors là commence une partie de son œuvre qu'on ne connaît pas beaucoup en France, qui est vraiment une œuvre d'historien et une œuvre d'essayiste sur les origines de l'Amérique démocratique. Dos Passos, si c'est un satiriste, et cela est acquis à peu près par tout le monde, c'est parce que c'est un moraliste également. Patricia Bleu-Schweninger. Donc c'est quelqu'un qui se réfère toujours
aux valeurs des pères fondateurs, même dans la trilogie. Et c'est justement parce qu'il estime qu'elles ont été trahies, ces valeurs, qu'il a une réaction aussi violente au moment de l'affaire Sacco et Vanzetti. C'est une constante tout au long de son œuvre, et c'est pourquoi on retrouve des accents d'une véhémence extraordinaire, dès lors qu'il lui semble qu'on porte atteinte à ce rêve américain, ce rêve des pères fondateurs. Et qu'est-ce que c'est alors ce rêve américain et qui est-ce qui l'a trahi ? Ceux qui l'ont trahi, dans un premier temps, tel que Dos Passos présente les choses, ceux qui l'ont trahi sont évidemment les capitalistes, dans un premier temps. Et à partir donc de 1937, ce sera de plus en plus les communistes, puisqu'il va quand même sombrer dans un anticommunisme viscéral. Donc les capitalistes apparaissent comme des oppresseurs qui ont foulé aux pieds les libertés individuelles. Et justement, la liberté, les libertés de l'individu demeurent pour Dos Passos la valeur suprême. Après les communistes, eh bien, il les renvoie dos à dos avec les capitalistes et les accuse exactement des mêmes mots, c'est-à-dire manipulation, oppression, à des fins propres, à des fins qui leur sont propres. Nous lisions les journaux. Nous écoutions la radio. Dans les trains de banlieue, nos yeux suivaient les colonnes aux lignes serrées. Au petit déjeuner, nous reposions nos tasses de café pour écouter des voix connues, des voix autorisées. Le pont de Londres. Mais maintenant, nous lisions les journaux. Le pont de Londres s'effondre. La haine de l'homme pour l'homme. Ce vieux monde mauvais est en train de s'effondrer. Ce monde que nos pères ont fui, et nous nous obstinions à célébrer l'armistice, à mettre des drapeaux dans les cimetières. L'histoire se dresse parmi les ruines. Un blocos hérissé de mitrailleuses et de lance-flammes. Les sentiers sont minés. La géographie est un camp de concentration où les survivants crèvent de faim dans des enclos de barbelés. Quand nous allumons les postes de radio, l'éther est plein de voix sévères qui jettent l'anathème sur l'Amérique parce que nous avons essayé d'édifier un refuge sur un continent neuf, dans la paix. Patricia Bleu-Schweninger. Et c'est justement un petit peu l'impression qui se dégage de l'ensemble de l'œuvre de Dos Passos. On a souvent l'impression que le temps, quand on considère l'ensemble, que le temps s'est arrêté chez lui. C'est arrêté comme il a arrêté l'autobiographie, c'est ça ? Voilà. Et même à la fin de sa vie, que le temps se soit arrêté, on a cette impression-là, voilà. Je veux dire dans ses écrits, dans son œuvre ? Tout à fait. Oui, le temps s'est arrêté, du coup, il revient en arrière. Il revient vers le mythe. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec le tout dernier ouvrage, si l'on peut dire, c'est de sa main, oui, mais enfin, quand il est parti pour faire un voyage à l'île de Pâques, l'année qui a précédé sa mort, ça faisait partie finalement de ce désir de remonter en arrière, d'échapper au monde actuel pour aller contempler des énigmes que sont les statues de l'île de Pâques. Et c'est même d'une certaine façon comme si la boucle était bouclée, puisqu'il avait entrevu l'une de ces statues lors d'une visite au British Museum, puisqu'il a passé les 12 premières années de sa vie en Europe, et notamment à Londres. Et cette statue, entrevue dans l'une des arcades du British Museum, lui avait déjà fait ressentir un mystère étrange, et en même temps il avait trouvé qu'elle incarnait le sentiment qu'il habitait d'être abandonné, un petit peu perdu dans le monde. Et donc on retrouve cela dans ce dernier ouvrage, ce qui peut paraître un petit peu curieux, puisque ce bonheur de se trouver à nouveau confronté à une énigme
dément d'une certaine manière sa démarche de décryptage, d'analyste du monde en train de se faire et de se défaire, celle qu'il a finalement mobilisée tout au long de son œuvre. John Dos Passos, avec Jean-Pierre Morel, François Veyergans, Patricia Bleu-Schweninger, Pierre-Yves Pétillon, Lucie Dos Passos, Myron Merson. La voix de John Dos Passos, enregistrée en 1957. Archives de la National Public Radio de Washington. Roger Grenier, enregistré en 1972. Archives INA, Martine Auger. Le soleil levant le trouve en marche sur une route cimentée, entre des terrains vagues pleins de détritus fumants. Le soleil brille, rougeâtre, dans le brouillard, sur des treuils rouillés, sur des squelettes de camions, des ossements de Ford, des masses informes de métal corrodé. Jimmy marche vite pour échapper à l'odeur. Il a faim. Ses souliers commencent à faire gonfler des ampoules sous ses gros orteils. À un carrefour, le signal lumineux clignote. Il y a un dépôt d'essence et en face, un wagon lunch, The Lightning Bug. Il emploie soigneusement son dernier quarter à déjeuner. Il a encore Une émission de Simone Dweck, réalisée par Nathalie Triandafilides.